exposé un peu plus court, 15 minutes maximum, promis, je vais essayer de ne pas déborder, pour favoriser les échanges. Et je tiens à associer ici les collègues qui ont participé à ces projets de recherche, même si je suis seule aujourd'hui à présenter. Donc collègues de l'Université de Montpellier, de l'Université de Paris, et une promotion d'étudiants du Master Gestion des catastrophes et des risques naturels. Donc je vais présenter mon exposé en 2 temps. Tout d'abord, revenir sur ce qu'on entend derrière la formulation « la mer monte ». Alors avec un point d'interrogation évidemment un petit peu provocateur de ma part, puisqu'on sait que la mer monte, mais je voulais faire une petite mise au point sur ce qu'on entend sur ce terme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la mer monte? Est-ce que c'est seulement l'élévation du niveau de la mer? La réponse est non. Il y a un tas de choses à expliquer sur cette problématique. Et puis le deuxième temps de l'exposé, c'est des résultats sur les perceptions des conséquences du changement climatique par les résidents de bord de mer, qui sont les résultats de 2 projets de recherche menés sur le CAT et sur le golfe d'Aigues-Mortes. Et puis ces perceptions, ces résultats seront complétés par l'exposé de Norélia qui parlera plus spécifiquement de Marseille. Je voudrais évoquer 3 éléments pour remettre un petit peu dans un cadre scientifique. Alors on ne voit pas très bien les graphiques malheureusement. Nous sommes des géographes et donc en tant que géographes, on a le territoire au centre de nos préoccupations. Et sur ce territoire qui est au centre de nos préoccupations, donc qui est censé être ce petit graphique que vous voyez ici, voilà, merci. On a d'un côté les phénomènes naturels, l'aléa, donc tous les phénomènes naturels qui viennent de vous être exposés notamment par Denis Lacroix. Et puis de l'autre côté, on a toute cette composante humaine, cette composante anthropique, les enjeux, c'est-à-dire vos maisons, c'est-à-dire les réseaux, les voies de communication, etc., etc. Puis les enjeux économiques, on vient de parler des campings notamment, et évidemment il y a l'enjeu économique ici. Ce que je veux dire quand je parle de la mer monte, c'est qu'il y a forcément cette composante naturelle, mais il y a aussi cette composante anthropique, notamment avec l'urbanisation des littoraux. Je vais y revenir juste après. C'est-à-dire qu'on a exposé des enjeux à des phénomènes naturels. On ne l'a pas fait depuis 50 ans. Sur le Vésuve, les Napolitains s'étaient implantés il y a bien longtemps parce que, évidemment, ces milieux représentent des opportunités, des ressources, et donc on s'y installe. Je voulais aussi faire un petit point sur les risques associés. On a l'élévation du niveau de la mer, certes, qui est un phénomène graduel, je vais y revenir. On a le phénomène d'érosion, les phénomènes de submersion marine, et on s'est rendu compte à travers nos projets de recherche que ces risques étaient plutôt mal connus. Alors quand je dis mal connus, ce n'est pas pour incriminer ou pour juger la connaissance, c'est pour montrer justement aux décideurs, et notamment à l'échelle nationale, qu'il y a quand même un travail à faire sur la communication et sur l'information de ce qu'on entend derrière le changement climatique. Donc tantôt ils sont surestimés, on essaie de faire le buzz en disant qu'il ne restera plus que Paris et que Paris sera une île en France, et puis tantôt sous-estimés en disant mais de toute façon ça n'arrivera pas, et puis 3 mm par an c'est pas grand chose, on ne verra rien dans 10 ans. D'accord ? Donc il y a vraiment un juste milieu scientifique qu'il faut aussi rétablir ici. Donc quand on parle de perspectives de changement climatique, évidemment il y a la nécessité d'adaptation, qu'on peut mettre là encore à l'interrogative, puisqu'on veut bien s'adapter, mais comment? C'est le sens de votre question, monsieur, tout à l'heure. Et donc, nous, on a essayé de faire un focus sur cette conscience et cette connaissance des risques. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous êtes préparé et suffisamment conscient des risques que vous encourez ou pas? Donc, sous ce terme de la mer monte, on va préférer le terme de risques littoraux. Et les risques littoraux, c'est aujourd'hui et c'est demain. Alors la carte que vous voyez ici en bas, alors en tant que géographe, je souligne le petit problème de sémiologie qui est normalement un nombre d'habitants et en cercle proportionnel ici en aplat de couleurs, mais au moins visuellement vous avez une idée de ce que ça donne. Plus la couleur est foncée, donc plus elle va vers le rouge, et plus le nombre de populations de la commune est exposé aux risques littoraux. Donc évidemment ici, on est sur des populations exposées sur le littoral languedocien. Je reviens sur cette composante anthropique. Pas pour dire l'homme est responsable de tout, évidemment, mais l'homme est responsable quand même en partie. Le problème vient, je l'ai dit, de l'exposition aux enjeux, à ces risques littoraux. Et on a eu affaire à une littoralisation des sociétés qui s'est faite depuis les années 50, 60, 70. Et il y a 2 éléments importants sur cette littoralisation des sociétés qui va nous faire comprendre un petit peu aussi pourquoi aujourd'hui on a du mal à réagir parfois.
Premièrement, on est dans un contexte d'aménagement des territoires post-Seconde Guerre mondiale. On est dans un contexte où tout va bien, entre guillemets, d'un point de vue économique, et on veut rééquilibrer les territoires. Et donc on se rend compte que le littoral du Languedoc est un peu en retard de développement économique, au sens évidemment des politiques économiques. Et donc, on veut aussi concurrencer la Costa Brava, sur lesquelles se rendent tous les touristes de la France et du nord de l'Europe. Donc, on lance une mission interministérielle qui a pour but de développer le tourisme sur le littoral languedocien. D'accord ? Et on a ce résultat, quand on compare les deux photographies aériennes, donc 1950 et aujourd'hui, avec ici l'exemple de Marseillan, où on a une pression urbaine qui s'est faite sur les littoraux. D'accord ? Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'on a cette densification des enjeux, cette accélération d'exposition des enjeux aux risques littoraux. Le deuxième élément qui est à prendre en compte, pour dédouaner, entre guillemets, cette part anthropique, c'est qu'on l'a fait à un moment où on n'avait pas du tout la conscience écologique ou la conscience environnementale qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas du tout idée des risques de catastrophes possibles. D'accord ? Tout simplement parce que les priorités étaient ailleurs, parce qu'on sortait aussi de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on avait cette volonté d'aller de l'avant et de faire un territoire dynamique. Donc ces deux éléments pris en compte, évidemment, on a cette part de responsabilité. Si je reviens sur la composante plus naturelle, tout d'abord, l'érosion du littoral. D'accord ? L'érosion du littoral, je pense que vous l'avez tous remarqué, elle est à échelle humaine, c'est-à-dire que nous, on peut voir cette évolution entre les saisons, mais aussi entre les années. Ici, l'exemple toujours de Marseillan, avec à gauche le trait de côte en 2000, à droite le trait de côte aujourd'hui. Il y a un recul du trait de côte, donc un rétrécissement de la plage. Cette érosion, elle est liée au phénomène météo-marin. Elle va s'accentuer avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. D'accord ? Mais elle a aussi des facteurs anthropiques. C'est-à-dire que l'urbanisation va empêcher le littoral de se mouvoir comme il devrait se mouvoir. Donc il y a un blocage des sédiments et des échanges sédimentaires qui se fait et donc qui participe encore plus à l'érosion marine. Donc vous voyez, il y a cet effet pervers finalement, où chaque élément va venir accélérer et dégrader l'autre. Cette érosion du littoral, elle va avoir des conséquences sur l'exposition aux submersions marines. Si j'ai plus de plage qui me protège, eh bien, je vais être exposé aux submersions marines alors qu'avant je ne l'étais pas. Donc, l'érosion du littoral accentuée par le changement climatique va exposer des populations aux submersions marines. Deuxième élément, toujours à échelle humaine, la submersion marine, justement. Peut-être que certains d'entre vous en ont connu. J'ai quelques exemples ici de dégâts avec la tempête de 2014 sur le littoral languedocien, quelques photos de Frontignan, il me semble. Là encore, la submersion marine est liée à des facteurs météo-marins. Alors excusez-moi, il y a une petite erreur, pas anthropique, simplement météo-marin. Et ces phénomènes de submersion marine sont amenés, avec le changement climatique, à être de plus en plus fréquents. D'accord ? Donc on va devoir faire face de plus en plus fréquemment à ces phénomènes de submersion marine. La submersion marine va évidemment avoir des conséquences sur l'érosion. Une plage qui est en bonne santé, en état de stabilité, depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années, peut-être va être en partie ou totalement grignotée par une submersion marine en une nuit ou en quelques jours. D'accord ? Donc, ces phénomènes d'érosion et de submersion marine sont interdépendants. Et là encore, on a une part anthropique sur ces conséquences. Dernier élément sur cette composante naturelle, le changement climatique. Denis Lacroix l'a évoqué tout à l'heure, j'ai remis le petit graphique du GIEC avec les différents scénarios, avec les différentes incertitudes inhérentes à ces scénarios. Le plus probable, c'est pour la Méditerranée, plus 60 cm d'élévation du niveau de la mer à horizon 2100. D'accord ? On parle d'échelle ici plus longue, parce que tout simplement, déjà, on est à horizon 2100. Certains diront, bon, en 2100, je ne serai plus là, mais bon, il y a quand même mes enfants, mes petits-enfants, donc il faut se préoccuper de la question. Et au quotidien, c'est quand même un élément qui est très peu perceptible. C'est 3,5 mm d'élévation de la mer par an. Nous, on ne le perçoit pas forcément. Quand on va sur la plage chaque été, on voit que la plage s'est érodée, mais on ne voit pas que le niveau de la mer a augmenté de 3,5 mm. 3,5 mm, ça paraît rien.
Sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, évidemment, c'est beaucoup. Et donc, la difficulté dans les perceptions des résidents de bord de mer, c'est de se projeter et de comprendre ce que peut représenter 3,5 mm. Alors, pas que pour les résidents de bord de mer, pour les scientifiques aussi, évidemment, puisqu'on fait de la prospective sur des chiffres assez faibles. Donc, les conséquences du changement climatique vont se faire sur la submersion marine, plus fréquente. La submersion marine va atteindre des zones qu'elle n'atteignait pas auparavant et va continuer ces processus d'érosion qui sont en cours actuellement. Donc face à ces difficultés, face à ce dilemme entre quelle est la part de responsabilité humaine, quelle est la part de responsabilité naturelle, il faut évidemment s'adapter. Alors s'adapter, c'est vrai que c'est un mot un peu valise et on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot s'adapter? La difficulté, c'est le temps, la temporalité. Temporalité scientifique. On a besoin des années d'études pour savoir comment ça va évoluer, pour aussi envisager des solutions. Et il y a le temps citoyen, c'est-à-dire vous avez envie d'une solution tout de suite ou dans l'année, évidemment. Et donc il y a souvent une confrontation de cette temporalité qui fait qu'il faut de la discussion, il faut de la concertation, il faut de la construction, de la co-construction, mais je laisserai Norélia évidemment discuter sur ce sujet tout à l'heure. Donc je vais vous présenter maintenant quelques éléments, quelques résultats de 2 études qu'on a menées sur la perception de la connaissance, de la conscience des risques littoraux, actuellement et puis dans le futur, c'est-à-dire avec le changement climatique, sur 2 sites. Premier site, le CAT, donc des enquêtes qui ont eu lieu en 2015. On a réussi à interroger 405 personnes. Et puis, deuxième étude en 2018, 327 personnes ont été interrogées dans le golfe d'Aigues-Mortes, donc sur les communes du Gros-du-Roi, la Grande-Motte, Moguio-Carnon et Palavas-les-Flots. C'est l'occasion ici, même si ce n'est pas vous qui avez été interrogé, mais Norélia pourra vous remercier tout à l'heure, de remercier aussi les citoyens qui participent à ces enquêtes. Parce que c'est une véritable implication citoyenne de répondre à des enquêtes scientifiques qui nous permettent ensuite aussi de voir ce qu'il reste à faire en termes d'information et de communication. Donc ce sont des questionnaires qui se sont faits en face à face, donc pour aller discuter avec les gens à l'ECAT et sur le golfe d'Aigues-Mortes. Quelques résultats sur la conscience et les vécus. Alors, une petite alerte, c'est-à-dire que les chiffres que je présente ici ne valent que pour les personnes interrogées. Ça ne veut pas dire que tout le monde sur le Languedoc ou sur les côtes françaises pense ça. Il faut nuancer, évidemment. On s'est rendu compte que 56% des personnes interrogées ne savent pas qu'elles vivent en zone inondable. Donc déjà, ça a été un premier constat assez effrayant pour nous de se dire que les gens n'avaient pas du tout conscience de vivre en zone inondable. La moitié des personnes a déjà vécu une inondation dans la commune, et donc on a mis en relation les 2 questions et on s'est rendu compte que, évidemment, celle qui avait vécu une inondation avait beaucoup plus conscience de vivre en zone inondable puisqu'elle l'avait déjà vécu. Donc il y a un problème d'expérience, de vécu, qui fait que tant qu'on n'a pas eu finalement les pieds dans l'eau, on ne sait pas qu'on peut avoir les pieds dans l'eau. Et puis, dernier élément, 45% des personnes interrogées ne se sentent pas du tout concernées par le risque d'inondation. D'accord ? Justement, on l'a mis en relation avec cette absence d'événements, mais j'y reviendrai. Ça, c'est pour la conscience et le vécu donc actuel. Si on se projette un petit peu sur le futur avec le changement climatique, on se rend compte que quand même, les gens ne sont pas trop conscients d'être en zone inondable, mais pensent qu'il va y avoir des changements, et notamment l'élévation du niveau de la mer avec le changement climatique. On est à 84%, ce qui est plutôt positif, et ce qui montre qu'il y a une prise de conscience de la part des citoyens qu'effectivement, il va falloir se projeter dans l'avenir parce qu'il va y avoir des problèmes. À peu près, un peu moins de la moitié des personnes pensent que leur logement sera inondé dans le futur. Si on corrobore à des cartes qu'on a fait sur le sujet, on est en deçà de la réalité, puisqu'il y a à peu près 60 à 65% des logements des personnes interrogées qui seront concernés par la submersion dans le futur. Donc là, on a vraiment une sous-estimation de son exposition future. Et enfin, très peu de personnes, vous le voyez, 14%, qui sont conscientes que le niveau de la Méditerranée pourrait augmenter de 60 cm. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on discutait avec les gens, vous avez bien conscience que la mer allait s'élever, mais parlait plutôt de 10, 20 cm. 20 cm, c'est-à-dire 28 cm, c'est le scénario optimiste du GIEC. D'accord ?
Donc on est dans une sous-estimation de l'exposition future. J'ai mis juste quelques pourcentages différents, parce que parmi les 4 communes qu'on a interrogées, la commune de la Grande Motte était assez singulière dans ses réponses, puisque la sous-estimation était encore plus grande dans cette commune. Ça a été expliqué par le fait qu'il y a énormément de protection sur ce littoral, il y a du jeté, il y a une digue, donc les gens se sentent très protégés, et ça tient aussi à l'architecture, c'est-à-dire que la plupart des interrogés habitent en hauteur, dans les immeubles, et donc se disent, à la limite, si le rez-de-chaussée est inondé, c'est pas grave, moi je vais pouvoir me mettre en hauteur. D'accord? Donc bon, on a un petit peu cette sous-estimation, mais qui est expliquée. Si je prends les résultats sur le 4 maintenant, on a à peu près la même chose, en même proportion, et les mêmes discours qui reviennent. Pensez-vous habiter une zone à risque de submersion? Seulement 15% des interrogés pensent que oui, et que le risque est élevé. Et puis à peu près 20%, 25% qui pensent que oui, ils vivent en zone inondable. Donc moins de la moitié des personnes interrogées, là encore, savent qu'ils vivent dans une zone inondable. Et très peu, 15%, pensent que le risque est élevé, alors que le risque est beaucoup plus élevé quand on fait cette cartographie en fait, des interrogés en zone inondable. Si on regarde sur le futur, de nombreuses personnes en fait, affirment que leur logement sera toujours à l'abri des submersions marines à 50 ans. Donc à l'horizon 2050, à l'horizon 2100 ou entre deux. Ça s'explique par plusieurs éléments. Premièrement, la relation au vécu, la relation à la mer. De nombreuses personnes nous ont dit « mais moi je suis là depuis 50 ans, puis c'est jamais rien passé, donc je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur de la mer ». Certains autres nous ont dit « on est loin de la mer, donc il y a du temps pour que mon habitation soit détruite ». Donc on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a du mal à se projeter dans un événement qu'on n'a jamais vécu. Ensuite, il y a du scepticisme. Scepticisme notamment par rapport au changement climatique. Des gens qui nous disaient, mais moi cet hiver il a fait beaucoup plus froid que d'habitude, alors le changement climatique, j'y crois pas. D'accord? Ça on l'a souvent entendu, et c'est normal, c'est pas du tout un jugement, c'est simplement parce qu'il faut être informé un peu mieux, et ça dénote une tare de la part des autorités publiques aussi à informer. Donc ça ne va pas monter comme ça, si ça monte, je ne serai plus là, etc. Il y a aussi cette perspective de temps long qui fait que les gens ont du mal aussi à se projeter. Ensuite, il y a la confiance, notamment la confiance à faire face. Oui, ça va augmenter, mais de toute façon, d'ici là, on aura trouvé une solution. On ne sait pas laquelle, mais on a trouvé une solution. Je reviens sur cette temporalité longue, sur l'élévation de la mer qui est lente, que d'ici 50 ans, il n'y aura plus personne, etc. etc. Et puis, dernière tendance, c'est l'optimisme. C'est-à-dire qu'ils veulent rester optimistes. Les gens ont très bien conscience qu'il y aura le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer, des submersions plus fréquentes, mais ils veulent rester optimistes en disant de toute façon, on va en profiter tant qu'on peut, et puis quand on ne pourra plus en profiter, eh bien, on déménagera. Et donc, voilà un petit peu pour les résultats que je pense Norelia va vous expliquer sur Marseillan, et on va retrouver certaines similitudes. Donc les principaux enseignements sur ces 2 études de cas, c'est qu'on a une perception hétérogène. J'ai oublié de le souligner, excusez-moi, en début d'exposé, mais on a quand même une spécificité des stations balnéaires, avec une forte population résidente à l'année, et puis des résidents secondaires. Donc on voit qu'il y a quand même certaines différences de perception. Les résidents secondaires ne sont pas là toute l'année, et en général ne sont pas là aux périodes pendant lesquelles se passent les tempêtes. Donc là aussi, un gros travail à faire en fonction de la typologie des personnes résidentes. Donc plus de la moitié des résidents en zone à risque n'en ont pas conscience, ce qui est quand même un petit peu alarmant d'un point de vue scientifique, mais s'ils n'en ont pas confiance, c'est peut-être aussi une remise en question scientifique et politique, c'est-à-dire que c'est à nous de mieux les informer. 30% est sceptique sur son exposition à horizon 2050, donc là encore, il faut travailler sur cette temporalité et mieux informer. Et puis, 2 petits éléments sur le vécu et sur l'âge. Les jeunes sont plus inquiets. Alors les populations âgées nous disaient, moi je ne serai plus là. Alors oui, je suis inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants, mais bon, un peu moins, ils se débrouilleront, on connaît leur capacité d'adaptation, ça ira. Les jeunes sont plus inquiets, mais beaucoup moins informés. Beaucoup moins informés, on s'est rendu compte aussi que c'est lié au changement de fonctionnement de la société,
où on est un peu moins dans l'échange, hein, il n'y a plus de transmission, il y a un petit peu moins de transmission, un petit peu moins de discussion. On est en Méditerranée, il y a 40 ans en Méditerranée, tout le monde sortait une chaise dehors, discutait, et puis c'était l'occasion parfois de parler de ces événements. On se rend compte maintenant que chacun est un petit peu dans sa sphère privée, et du coup il y a moins d'échanges. Et puis, deuxième élément, l'expérience d'un événement. On est plus informé et plus conscient quand on a vécu un événement, puisqu'on arrive à se représenter ce que c'est. Une des explications sur la conscience qui est un petit peu mitigée en termes quantitatifs, c'est l'absence d'événements marquants. Pourtant, la Méditerranée est soumise à de fréquentes tempêtes. Vous voyez ici cette frise chronologique depuis 1952, mais les populations qu'on a interrogées nous ont dit oui, il y a des tempêtes, c'est fréquent, parfois c'est grave, mais c'est pas grave comme Xynthia, donc pour l'instant ça va. Il y avait cette référence à la tempête Xynthia qui a traumatisé, on va dire, quand même le territoire national, et ça a fait relativiser en fait les populations de la Méditerranée en disant il nous arrivera jamais quelque chose comme ça, d'accord ? Donc là aussi, un effort sur la communication. Et dernier élément, on a vu un grand intérêt sur le sujet des risques littoraux, même s'il n'y avait pas une conscience ou une connaissance très pointue, un très très grand intérêt sur ce sujet et sur le sujet du changement climatique. Donc la plupart des gens sont très demandeurs d'informations, à voir maintenant comment évidemment on donne cette information. Donc je terminerai sur une note plutôt positive, c'est qu'on est vraiment vers une prise de conscience et puis vers une implication citoyenne qui se fait de plus en plus. La preuve avec votre présence notamment aujourd'hui. Et puis je laisse la parole à Noria qui va venir, je pense, appuyer cette idée. Je vous remercie de votre attention.